Thank you, sir, for the very informative session today. We, as young people, have tried many times to stand with our rights against the government and to change the law somehow. The first question is, what do you think about the revolution that recently happened, and why it didn't succeed? And the other thing is, how should we move as youth towards this change, or what should we do first? Le dernier livre que nous avons écrit avec Pierre Blanc répond à votre question. Il s'appelle, ce livre, c'est pas de la publicité, mais le titre, il s'appelle Le rendez-vous manqué des peuples. Le rendez-vous manqué. Un livre excellent. Il y a deux choses au moins pour répondre à votre question, mais c'est un peu difficile. Non pas de répondre, mais c'est difficile la situation. Si on prend le problème du côté des jeunes, you were talking about youth people. Si on part des jeunes, que ce soit en Irak, au Liban, en Syrie, au Venezuela, à Hong Kong, on retrouve les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire c'est une jeunesse, pas seulement une jeunesse, mais beaucoup de jeunes, puisqu'ils parlent de leur avenir, qui se jettent dans la rue avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, mais qui ont deux handicaps. Le premier, c'est que leur vision de l'avenir, et c'est normal, est souvent très différente. Et deuxièmement, ils n'ont pas, ou ils n'ont rarement, ou ils n'ont pas suffisamment d'organisation. Dans notre livre, on distinguait les révolutions partisanes et les révolutions citoyennes. Les révolutions partisanes, ces révolutions qui sont voulues par un parti politique organisé, structuré, ayant une vision de l'après la révolution. C'est le cas de Cuba, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Union soviétique, etc. C'est le cas de l'Iran, quelque part. Ce n'était pas un parti, c'était une organisation avec un chef, toujours un chef. Dans ces révolutions partisanes, il y a toujours un chef. Si je vous dis Iran, vous direz Khomeini. Si je vous dis Cuba, vous direz Castro. Dans le cas des révolutions citoyennes, vous n'avez pas d'organisation, vous n'avez pas de chef. Si je vous dis Irak, quel chef? Si je vous dis Liban, quel chef? Quelle organisation? Il n'y en a pas. Et donc, la faiblesse intrinsèque de ces mouvements, elle est en partie là. Pas d'idéologie commune, ou peu, pas d'organisation. Et deuxièmement, en face, il y a une machine d'État, un pouvoir d'État, dans des configurations très différentes selon les pays. Mais avec une constante, c'est qu'ils détiennent la force physique, brutale, et qu'ils sont prêts à l'utiliser, et je pèse mes mots, à l'utiliser sans limite. Sans limite. Si je prends pour nous décentrer Hong Kong, à un moment donné, le pouvoir de Hong Kong a fait semblant de négocier, puis à un moment donné, en juin 2020, il a fait voter une loi qui réprimait toute velléité de protestation. Et ils ont écrasé, si vous émettiez à Hong Kong à partir de juillet 2020, l'idée que ce système n'est pas acceptable, qu'il n'est pas démocratique,
vous pouviez être condamné à 10 ou 15 ans de prison. 10 ou 15 ans de prison. Et je pourrais... prison, évidemment, quand je parle de la force physique, c'est aussi les assassinats, c'est la torture, c'est terrible. Et dans tous les exemples qu'on a pu prendre dans ce livre des rendez-vous manqués, eh bien, on se fracasse contre cette violence d'État. Et je n'ai pas de solution face à ça, je n'ai pas d'idée. Je constate simplement que la violence d'État n'a pas de limite. La violence, elle est illégitime. La violence légitime, c'est quand nous sommes dans un état de droit et que la violence s'exerce en conformité avec les valeurs qui sont acceptées par une population. Est-ce que toutes les violences d'État légales sont ou est forcément légitimes? Non, non. La légalité n'a rien à voir avec la légitimité. La légalité n'a rien à voir avec la légitimité. La légalité, c'est quoi? C'est la production de normes obligatoires. Mais n'importe quel régime autoritaire produit des normes de ce type. C'est donc une légalité. C'est une légalité, mais le droit, là, est un droit qui s'impose et qui n'a aucune légitimité démocratique. Il est imposé par un appareil d'État. Quand l'État syrien impose des règles, il les impose au nom de ses propres convictions idéologiques. Donc il faut impérativement distinguer la légalité de la légitimité. Les règles légales ne sont légitimes que si elles correspondent à une volonté du peuple, véritablement, aux valeurs du peuple. Sinon, c'est absolument illégitime. Et quand on dit qu'un État, en dernière instance, se définit par le monopole de la violence légitime, cette définition de Max Weber, il faut la prendre de manière critique. Il faut dire monopole de la violence physique, qui peut être légitime, mais qui bien souvent est complètement illégitime. Ce terme de légitime, il faut le balayer. En Irak, de ce que j'ai pu voir, c'était un exercice de la violence physique illégitime. En Syrie aussi, etc., etc. Dans la France du maréchal Pétain, entre 1940 et 1944, la violence de l'État français, ça s'appelait comme ça, l'État français, était une violence illégitime. Et donc, la grande question, c'est d'arriver à... Et le problème énorme que votre génération, à laquelle votre génération est confrontée, c'est justement d'être face à des institutions que vous n'avez pas choisies et que vous trouvez dans l'incapacité aujourd'hui de changer, quoi. C'est ça le grand problème. J'ajoute une autre dimension, qui est la dimension de la citoyenneté. C'est-à-dire, voilà, il y a des contradictions miliciennes, ethniques, que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Et le fait que vous veniez de différents endroits de l'Irak est extrêmement positif. You said that the government is fragile, and also the revolution. So we can't find any gap in the government or the power to. I didn't say that the government was fragile. It is. I said that your movement was fragile, but not yes, the government. But The government, no. In my belief, the government as well. It's not organized. I don't see it organized. It's, okay. It's not thinking about the people. It's thinking about themselves. Yes, of course. So it is fragile if you see it in this way. In this way, you're right. But isn't it possible to find a gap there and to enter the change, maybe? Vous avez raison. Il y a des contradictions. Et il faut trouver le moyen d'exploiter ces contradictions. Le problème, c'est que ces fragilités que vous évoquez, elles résultent de conflits, autant que là je parle sous ton contrôle, de conflits entre forces politiques, surtout aujourd'hui, en Irak. Non seulement des conflits très forts, mais en plus avec,
comment dirais-je, des ingérences extérieures, iraniennes en particulier, qui font que les choses sont extrêmement complexes, bien entendu. Et donc vous êtes face à un double problème, un rapport à un gouvernement qui est lui-même tiraillé entre forces très opposées, au point d'en venir à la violence physique, et deuxièmement, avec une ingérence extérieure qui n'est pas prête de se retirer parce que ses intérêts stratégiques dans la région passent par un contrôle de ce qui se passe en Irak. Donc c'est vrai que vous êtes dans une difficulté particulière. Je suis un peu désolé de répondre comme ça, mais I've got no choice. Actually, just I have two questions. One of this, today it's obvious American state has influential powers over the world. For example, they use they have a politician for soft power through their Hollywood, through their agencies. They are wants to manipulate in the world, especially in the international markets. Regarding the French systems, for example, French politician systems, which are the main mechanisms that they use it for mainstreaming their idea toward the world? And also in terms of soft power, you mean? Huh? In terms of soft power? Yeah. And which are the politicians, French politicians, to control the world by using the power, soft power? Today, as you see, American they adjustment to the soft power. For example, today they have a smart power. For example, that mixed up some kind like a military and culture mixed up, and they utilize it for controlling over the world. And the second one, as a Kurdish nation, we need the autocracy system for controlling, for reaching the independence. As we see, France, De Gaulle in their state, use it like the manipulated, use the such kind like autocracies. De Gaulle. Yeah. Sur De Gaulle d'abord et sur le soft power français, d'accord? Ensuite, sur De Gaulle, il arrive au pouvoir en 1958 dans des conditions très particulières. Et on l'accuse à ce moment-là de vouloir être un autoritaire. Et il répond: ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Et je crois que cette phrase était vraie. Il a été démocratique incontestablement. Sauf que la preuve c'est qu'il est parti sur un référendum. Il a dit en 1969, si le référendum est négatif, je m'en vais. Le référendum a été négatif. Et il est parti en avril 1969. C'était sur quoi le référendum? C'était sur la régionalisation. Il voulait absolument... Il savait qu'il allait perdre. Mais il voulait faire un référendum sur la régionalisation. Et en plus, techniquement, il aurait pu gagner s'il avait, si j'entre dans le détail, dissocié les choses. Bon, bref, il savait qu'il allait perdre. Mais il l'a fait quand même. Mais il a mis son pouvoir en jeu. Si vous ne répondez pas oui, je m'en vais. Ils ont répondu non, il est parti. Donc on ne peut pas dire que ce soit autocratique. Sauf que nous sommes, dans ce que je disais tout à l'heure, une monarchie élective. Depuis De Gaulle. C'est De Gaulle qui a installé la monarchie élective. Alors après, vous pouvez dire que c'est autocratique ou pas, mais c'est lui la monarchie élective. L'origine. Hein. Alors sur le soft power, c'est l'autre question. Hein. Je connais un tout petit peu, le fonctionnement de la politique étrangère française. Un tout petit peu. Et mon sentiment, c'est qu'elle est, puisqu'on garde les mêmes mots, d'une grande fragilité. Qu'elle est parfois... Problème? Non. Qu'elle est parfois... J'espère que la traduction sera précise, inconsistante. Inconsistante.
C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas un lieu dans le système institutionnel français qui pense une politique globale. Ce sont, bien sûr, le président de la République qui est l'acteur majeur, mais il y a plein d'institutions aux affaires étrangères, à la Défense nationale, au ministère de la Culture, qui ont des initiatives. Et c'est extrêmement dispersé. Et c'est rarement, pour ne pas dire jamais, conçu dans la durée. Je prends un exemple auquel je tâche beaucoup d'importance. Et l'IREMO, l'institut qu'a présenté Adèle tout à l'heure, que je préside, est très attaché à la circulation des jeunes en Méditerranée. Que les gens du Sud, que par exemple du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, puissent venir en France, et en particulier que les étudiants algériens, marocains, tunisiens, parmi d'autres, puissent venir étudier en France. Eh bien, je discutais avec une direction du ministère des Affaires étrangères qui me disait, oui, c'est important, etc. Et puis, une autre direction du ministère, une direction financière, qui devait d'ailleurs être plutôt celle du ministère des Finances, a décidé de relever de manière importante, ça vous concerne aussi d'ailleurs, les droits d'entrée des étudiants étrangers dans les universités françaises. Les droits d'entrée, d'inscription des étudiants étrangers dans les universités françaises. Ce qui veut dire qu'un axe du soft power important, qui est l'accueil d'étudiants qui viennent du monde entier, d'Irak, du Maghreb, de partout, et qui devraient être accueillis dans nos universités françaises, avec des conditions, avec tout ce que vous voudrez. Eh bien ça, c'est même pas pensé. Et quelqu'un dans une direction financière décide, pour des raisons purement financières, sans doute, d'augmenter les frais de manière importante. Ce qui fait que plein de gens d'Algérie, par exemple, ou du Maroc ne peuvent pas venir dans nos universités. J'ai été doyen de fac, Dean of Faculty, I was. Et j'ai donc été concrètement dans ces affaires-là, il y a quelques années, mais je les ai suivies depuis. Et vous voyez un exemple de soft power, qui est l'accueil des étudiants. Eh bien, ce n'est pas pensé en France. Donc, par rapport à votre question, je dirais que nous sommes presque inconsistants. Nous sommes presque inconsistants. Nous n'avons pas de démarche véritablement suivie. Elles sont ponctuelles. Ce sont des démarches au coup par coup. The French Revolution, can we say it has succeeded to some extent? So why the Arab revolutions are not, don't have the same result, and can we adopt the same methodology of the French Revolution to have a successful results, or it's not possible like that? La Révolution française n'est pas exportable, elle est très particulière. Et quand on l'étudie un peu, c'est vrai qu'elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle renverse un système qui a plusieurs siècles d'existence. J'ai dit monarchie divine, monarchie de droit divin, c'est énorme. Et j'ai dit aussi que les Français du XVIIe siècle ne pouvaient pas imaginer autre chose. D'autant plus qu'à l'époque, partout, c'était des monarchies. Et donc, ce qui s'est passé en 89 est assez unique. Mais elle n'a pas produit, sur le moment, des valeurs. Puisque les valeurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elles ont été oubliées aussitôt. Oubliées. C'est-à-dire qu'il a fallu des décennies, des dizaines d'années pour que... Bon, je vous ai donné 3 dates tout à l'heure, enfin je vais vous donner plein de dates, mais 3, 89, la révolution de 1848
Et enfin, l'établissement d'une république démocratique en 1875. 1875, c'est-à-dire presque un siècle après, 89. Et encore, en 75, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc c'est une démocratie un peu mutilée. La moitié du peuple votait, pas les autres. Vous voyez, donc il n'y a pas de méthodologie. Je pense que si méthodologie... Donc il faut oublier cette révolution, non pas dans ses valeurs, ça c'est fondamental, c'est vrai, mais dans son système d'organisation, c'était un chaos pas possible, c'est des rapports de force violents. Et ça s'est terminé par une autocratie. Ça s'est terminé par une autocratie par Napoléon Bonaparte. D'abord dans le Directoire, puis il est devenu consul, puis devenu empereur. Oui, parce qu'en fait, en Irak, il y a une idéalisation de la Révolution française. Oui, oui. Je voulais dire, ils ne connaissent pas ce qui s'est passé après, par exemple, la période de la terreur. Bien sûr, bien sûr. La période de la... Ce qui est fascinant dans la perception de la Révolution française, à l'étranger comme ici en France, c'est qu'on l'idéalise. On en fait comme un modèle extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un modèle extraordinaire dans la production des valeurs. Liberté, égalité, etc. Mais dans la gouvernance, à l'époque, ça a conduit à un système autocratique. Il a fallu bien du temps pour qu'on arrive à une gouvernance démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on dit la terreur, quand on dit la terreur, on pense que c'est en 1793. Mais la terreur, elle existe dès 89. La terreur, c'est qu'il y a une telle incertitude dans les rapports de force que celui qui gagne, aujourd'hui, nous sommes vendredi, il gagne vendredi, il peut donc faire condamner à mort quelqu'un. Le lundi, il peut être minoritaire et être condamné à mort. C'est ça la Révolution française dans les années 89, 90 et 93. C'est l'explosion de la terreur au point que l'armée française a commis ce qu'on peut qualifier presque, alors grand débat là-dessus, de génocide contre une partie de la France qui était la Vendée. Et l'armée française a massacré en masse des centaines de milliers de gens. C'était Robespierre qui disait il faut terroriser les... Oui, et puis lui-même a fini guillotiné. Je veux dire, donc c'est pour ça que je dis le vendredi tu es au pouvoir, le lundi tu es guillotiné. C'était vraiment ça, quoi. Et finalement, ça s'est terminé par un retour à l'ordre et un ordre autoritaire. C'est ça la logique qui s'est passée. À partir de 95, la Révolution c'est 89, 10, 12, 13, le roi dont je vous disais qu'il était intouchable, même en 90, 91, mais il fait une faute énorme en 91, il veut prendre la fuite. Et alors là, du coup, son image est cassée, la fameuse fuite de Varennes en 91. Mais ensuite, on le garde quand même, et finalement, il est guillotiné. Donc il n'y a pas de méthodologie. La méthodologie, si vous réfléchissez en termes de comment, ça répond à la question aussi de mademoiselle tout à l'heure, il faut s'inspirer des révolutions contemporaines, et la distinction que j'ai faite entre révolution partisane, organisée, structurée, avec un objectif politique, et citoyenne, je pense que cette distinction tient la route. Ça se discute, évidemment. Bien sûr. Parce que les citoyens sont comme condamnés, je vais dire une chose terrible, pardonnez-moi, mais condamnés à perdre, parce qu'ils n'ont ni objectif commun, ni organisation solide face à un appareil d'État. Donc il faut, en amont, s'organiser. Ça se prépare, une révolution. La caractéristique des révolutions qu'on a vues, c'est que c'était des révolutions, au départ, très largement spontanées. Et si on peut aussi faire des traductions précises, les révolutions dont on parle, elles partent de mouvements de révolte, La distinction est importante. Révolte, ça veut dire je me révolte contre quelque chose que je n'accepte pas. Ce n'est pas une organisation, une révolte. Je suis indigné, je me révolte. Et ensuite, une révolution, ça veut dire fondamentalement qu'on s'engage dans un processus qui conduit à écarter une légitimité que l'on conteste pour en imposer une qu'on estime pertinente.
Si je prends l'exemple de l'Iran, parce que c'est un exemple très particulier, mais on a beaucoup parlé, enfin on évoque l'Iran sans arrêt, la légitimité du Shah d'Iran a été remplacée, balayée, par la légitimité du système de Khomeini, Vilayat al-Faqih, qui est autre chose. Vous voyez donc cette idée. Donc la méthodologie, il faut la penser comme comment s'organiser, quoi. Voilà. Et c'est un long travail. Democracy in France or in West generally, it is only political democracy or cultural work too. It's a very good. Je comprends pas. Culturel ou politique? Democracy only for cultural, only for politics, or for culture too you have here, for all the minorities living in France. And the President Macron, what make people trust him and he is in young age? Okay, for the second time, you mean? Yeah, even first one. Sur la première question, brièvement, quand on pense démocratie, il faut penser valeurs. Et donc, ce n'est pas uniquement politique. Et la démocratie, c'est dans tous les domaines. Et c'est fondé sur des libertés, à commencer par la liberté d'expression. Un des paramètres essentiels qui permet de voir si nous sommes vraiment en démocratie, c'est les libertés d'expression dans tous les domaines. Médiatiques, bien sûr, et dans le domaine des arts. Je pense que toute censure qui intervient dans le domaine des arts, quelle qu'elle soit, est évidemment non démocratique. Donc la notion de démocratie, elle doit irriguer l'ensemble des activités d'un pays. Et c'est pour ça que c'est fragile, parce qu'on peut ici ou là avoir des volontés, comme ça se passe en ce moment, de contrôler tel ou tel secteur, notamment culturel. Et donc, la réponse à votre question, c'est bien sûr politique et culturelle. Sur Macron, pourquoi est-ce que les Français ont voté Macron? That's the question. Alors, pourquoi ils ont voté Macron? Il faut aller demander cela à ceux qui ont voté Macron. Bon, je vais répondre sérieusement. Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer que nous sommes dans un nouveau système de partis politiques, avec 3 pôles. OK? Or, quand est-ce que le système à 2 blocs a explosé? Il a explosé en 2017. En 2017, la gauche, qui était au pouvoir avec le président Hollande, s'est écroulée. Donc vide politique à gauche. OK? Et à droite, un des grands partis politiques incarné par un personnage qui s'appelait Fillon, s'est écroulé aussi, pour différentes raisons. Donc ce qui s'est passé en 2017, c'est que la gauche s'est écroulée, la droite s'est écroulée, et ça a laissé, dans un contexte très original, un vide politique. Et dans ce vide politique, quelqu'un, Macron, a su habilement s'inscrire. Si François Hollande n'avait pas conduit à l'effondrement de la gauche, eh bien, ça ne serait pas passé comme ça. Si François Fillon, le candidat de la droite, n'avait pas été dans cette situation impossible dans laquelle il s'est retrouvé, il aurait dû s'arrêter, enfin c'est très compliqué, eh bien, l'espace politique aurait été à nouveau occupé par la gauche ou la droite. Mais là, ça s'est effondré. Donc il a intelligemment profité d'un contexte qui a fait qu'ah ben oui, après tout, pourquoi pas. Ça, c'est première chose. Donc il s'est retrouvé au premier tour, puisqu'il y a un vote à 2 tours, il s'est retrouvé en tête du premier tour. Enfin, bien placé au premier tour. Et puis il y a un deuxième tour. Or, qui était son adversaire au deuxième tour? C'était Marine Le Pen, l'extrême droite. Et en France, à ce jour, on ne veut pas de l'extrême droite. Donc à partir du moment où il a réussi à être placé pour être au deuxième tour, puisque dans une élection présidentielle en France, ce sont les 2 premiers arrivés qui sont au deuxième tour, eh bien, dès lors que c'était Marine Le Pen en face, il était sûr d'être élu. On aurait mis un âne
à la place de Macron contre Marine Le Pen, peut-être que l'âne aurait été élu, quoi. Tu dis. يعني هو ده هو يكمل التحليل الترجي يعني شو يكمل إليتو بنا معلو غاني بو فولتا وقرتن باشا معنو كسيارن يعني كالجولي كي أوي كذا بداية ثانية روشن جيو أبي بشورج لبيا. C'est difficile comme question, parce que qu'est-ce que ça veut dire la culture démocratique? Je ne pense pas qu'il y ait de culture démocratique à ce moment-là. Je crois que la Révolution française, c'est quand même d'abord une réaction contre une société de privilèges. Alors on peut, par extension, dire que c'était une volonté démocratique, mais je ne crois pas que les gens à l'époque le concevaient comme ça. Il y a d'abord un rejet de tout ce qu'était cette société. Et cette société, elle était fondée sur des privilèges. Si on reprend ce que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes depuis des siècles, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, dans une société donc constituée de 3 ordres. Comme je disais, le clergé, la noblesse, le tiers-état. Et les 2 premiers, le clergé et la noblesse, avaient tous les privilèges, y compris le privilège, par exemple, de ne pas payer d'impôts. À l'inverse, le tiers-état, donc 85, peut-être 90% de la population française, était assujetti à des impôts. Donc on était dans une société profondément inégalitaire. Et je pense que c'est ça qui était, et très arbitraire dans le pouvoir. Et c'est ça qui a été quelque chose de profondément ressenti par les uns et les autres. Et ce moment que j'évoquais tout à l'heure, du passage des États généraux. Vous vous souvenez ce que je disais? États généraux, c'était l'Assemblée qui réunissait les 3 ordres. Et le tiers-État, donc, dit en 1789, cette Assemblée devient une Assemblée nationale. Et c'est ça le moment révolutionnaire, parce que ça veut dire on n'est plus des appartenances, on n'appartient plus au clergé ou à la noblesse, on est des citoyens. Et je pense que la première formule révolutionnaire, c'est celle-là. On est une assemblée de la nation, constituée de citoyens. Et le premier article de la Déclaration des droits de l'homme, qui intervient quelques semaines après cette réunion en Assemblée nationale, Déclaration des droits de l'homme, du 26 août 1789, l'article premier, c'est « Les hommes naissent égaux en droit ». Égaux en droit. C'est cette volonté. Alors, bien sûr, à partir de là, on peut parler de démocratie, puisque l'égalité, c'est un principe majeur, et la citoyenneté en est un aussi. Mais dans la société française de l'époque, c'était donc une petite élite qui devait penser comme ça. L'immense majorité des gens ne devaient pas avoir de culture démocratique, ils ne savaient pas ce que c'était. Il a fallu du temps pour que cette culture démocratique s'intègre. Ceux qui sont les acteurs de la Révolution, ce sont des gens éduqués. Il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de juristes dans ceux qui font la Révolution, ceux qui sont élus à la Constituante, par exemple. Et je pense que ceux-là, sans doute, avaient une culture démocratique. Elle était circonscrite à un ensemble de gens très particuliers, mais ils ont su mettre en œuvre quelque chose de radicalement nouveau. Pour que la démocratie s'installe, il a fallu un temps extrêmement long. Puisqu'après tout, même en 1875, le fait que les femmes n'aient pas le droit de vote, est-ce que c'est de la culture démocratique, ça? Donc ça a été un combat très très long. Et les femmes n'ont le droit de vote en France qu'en 1944. 1944, vous voyez le chemin qu'il a fallu parcourir. While the revolution is happening in Iraq, we didn't find any human right that the government has followed. We didn't find any humanity there. Regarding the interference of other countries in Iraq's subject. Even the other countries were affecting Iraq for their benefits against the people. The government as well. It was defending itself against the people, and still the people were the subject of offending.
why do you think that other countries who are interested or who they follow human rights didn't even say anything about it, didn't even mention it in anything? It's a very, for me, it's a very humanitarian crisis that happened in Iraq, and I see that they didn't take any action towards it. Is it because the other countries have their they think about their benefits more regarding that, or they don't think about humanity? Nous sommes à deux niveaux, je trouve, dans le monde dans lequel nous vivons depuis longtemps. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau des citoyens dans un État, et il y a une société internationale qui est composée d'États. Vous savez bien ça, c'est une évidence malheureusement. Et quand on est au second niveau des relations entre les États, ce qui compte exclusivement, quels que soient par ailleurs les régimes politiques, de gauche, de droite, des démocraties, je parle des démocraties, la question fondamentale, c'est d'abord les rapports d'intérêt d'État à État. Et par conséquent, la question des droits de l'homme, malheureusement, est le plus souvent complètement marginalisée, voire complètement oubliée. Donc le rapport du gouvernement français au gouvernement ou à l'État irakien est une stricte relation froide, fondée sur des intérêts entre les États. Et ça a toujours été comme ça, malheureusement. Et je pense que c'est une erreur fondamentale. Mais ça, c'est de la philosophie politique, presque. Parce que ça veut dire qu'on laisse se produire des drames et des tragédies dont ensuite, en tant qu'État, on subit les conséquences. Mais ça, on ne veut pas le voir. Et dans les démocraties, il y a quelque chose de très particulier aussi. C'est que les gens qui sont au pouvoir le sont pour une très courte durée. C'est pas vrai partout. En France, par exemple, Macron va rester 10 ans sans doute. C'est déjà beaucoup. Mais il ne pense pas à la durée. Il ne pense pas à la durée. Et donc, on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure en matière de politique étrangère. Moi qui fréquente un peu tous ces gens, toi aussi, ils sont toujours dans le court terme, dans l'immédiat. Ils sont dans la réaction. Dans l'urgence. Dans l'urgence, mais pas dans la pensée lointaine. Et ça touche à des questions lointaines. Et donc on est dans ce monde un peu étriqué et qui est fondé sur les simples calculs d'intérêt à court terme. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, les citoyens irakiens qui veulent autre chose. Je vais vous dire une chose terrible, mais vous le savez malheureusement mieux que moi, ils ne peuvent, pour l'essentiel, que compter sur eux-mêmes. Il y a juste un point auquel moi je crois beaucoup, mais c'est un peu utopique, c'est que depuis quelques années, on a lentement mis en place un système de justice pénale internationale. Et ça, c'est nouveau dans le monde international. La Cour pénale internationale, et puis les juridictions diverses, ce qu'on appelle la compétence universelle, tout ça existe. C'est absolument et radicalement insuffisant en termes d'effectivité. Mais ça n'existait pas il y a 20 ans. Voilà, c'est juste un point peut-être positif où du coup, la Cour pénale internationale, dans certaines situations et à certaines conditions, peut juger des individus. Merci de ce débat. Merci beaucoup. Un grand merci à Jean-Paul Chagnac. Merci de l'invitation.